Bonjour, alors Canal Pourpre vient rendre visite à Richard Legrand. Bonjour Richard. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'enseignement technique au lycée agricole de Montbazillac. Vous êtes vice-président du syndicat d'apiculture de la Dordogne qui s'appelle l'abeille périgordine. Vous avez été longtemps président de ce syndicat. Vous êtes membre du bureau de l'UNAC et l'Union nationale d'apiculture française. Et vous êtes aussi impliqué dans de nombreuses autres organisations professionnelles, mais bon. Donc vous agissez autant sur le plan local, départemental, régional, national, européen, et vous menez plein d'actions pour sauver les abeilles. Alors trois pôles, les pesticides, les OGM et le frelon asiatique. Oui, ça c'est trois combats, donc ça c'est au niveau purement syndical. On pourrait rajouter au niveau action la formation et l'information des apiculteurs amateurs au travers de notre rucher école de l'abeille. D'accord. Alors on commence peut-être le plus difficile, les frelons peut-être. Alors oui, puisque nous sommes exactement dans la région de départ. La région de départ c'était la Dordogne et la vallée de la Garonne. On suppose, au départ on a dit que cette invasion avait commencé à Tonneins. Aujourd'hui on s'oriente plus pour un départ dans le port de Bordeaux, une femelle fondatrice de Vespa velutina, le frelon asiatique que l'on connaît dans notre secteur. Et donc une femelle fondatrice qui serait arrivée dans un container d'importation, comme il en arrive des centaines dans le port de Bordeaux. Et cette seule femelle a permis de fabriquer un nid qui a donné des descendantes qui se sont multipliées, et aujourd'hui on a plus de 40 départements au niveau national qui sont envahis, et elles ont franchi les Pyrénées pour arriver en Espagne. Je vais vous montrer un nid qui a été récolté, qui a perdu son enveloppe, mais qui va nous permettre de voir comment il est constitué à l'intérieur. Donc ça c'est un nid de fin de saison. Là, avec son enveloppe naturelle, il serait à peu près comme ceci. La constitution, c'est des disques horizontaux qui permet l'élevage des larves. Il faut savoir que contrairement aux abeilles, le frelon ne fait pas de réserve hivernale, donc cette colonie finit par être désertée. Et seules les plus grosses femelles vont être capables de traverser l'hiver, et si elles sont fécondées, de recréer un nid au printemps. Donc c'est plusieurs centaines de femelles qui sont fécondées à l'automne, maintenant, là, jusqu'au mois de novembre. Et ensuite, une grosse partie, heureusement, disparaîtra pendant l'hiver, mais il en restera plusieurs dizaines au printemps. Donc c'est ces femelles-là qu'il faudra essayer de détruire, de capturer. Et ça c'est... ça vous allez nous l'expliquer devant le nid en activité. Donc là on voit les disques, et on voit les zones où les larves étaient élevées. Donc ces disques sont reliés par des petits ponts. Des petits ponts, c'est une structure très intéressante. Et la partie extérieure, c'est donc une couche qui est séparée de ces disques par 3-4 cm et qui est très alvéolée, et un excellent isolant qui permet de protéger les larves des variations de température. Et cette partie-là, elle est constituée de papier, c'est de la cellulose. C'est les premières papetières du monde, c'est elles qui ont inventé le papier, les guêpes et les frelons. Et c'est relativement solide, bien accroché, on le voit, il y a plein de points d'ancrage, et ce qui fait que même avec des tempêtes, ces nids-là ne tombent pas comme ça. On est arrivé à Cresse et on voit un nid en activité. Oui, et donc il est 10h30 le matin, le brouillard vient de partir, et on voit que l'activité commence à augmenter progressivement, parce que pendant la nuit, lorsque les températures sont basses, les frelons restent groupés autour des larves pour pouvoir maintenir la température, et après dans la journée elles partent à la recherche de nourriture, protéines donc pour nourrir les larves. Ça ce sont les insectes essentiellement. La ration protéinée des frelons, pour la moitié ce sont des abeilles, et pour l'autre moitié ce sont d'autres insectes, des insectes butineurs auxiliaires de l'agriculture et de l'homme pour la plupart.
Donc elle les capture parce qu'il est relativement facile pour elle de les chasser sur les fleurs pendant qu'elles butinent. Pour les apiculteurs, elles peuvent venir les chasser devant les ruches, on ira voir tout à l'heure si vous voulez bien. Et en plus, donc elle capture ces butineuses qui ont le jabot plein de nectar et ensuite elle les découpe et elle ne prélève que la partie centrale, le thorax, qui est plein de protéines. Et alors, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que le frelon asiatique n'est pas déclaré nuisible, c'est ça? Il n'est pas déclaré nuisible, donc il n'y a pas obligation de destruction des nids. Là, celui-ci est sur la voie publique, hein. Donc c'est de l'ordre des collectivités de prendre la destruction en charge. Quand c'est sur un terrain privé, c'est de l'ordre du privé de prendre en charge. Et parfois, l'intervention est très coûteuse. Il existe des associations, dans le secteur d'ailleurs, du côté de Véline, il existe une association qui est très efficace et qui permet de détruire des nids à un tarif extrêmement intéressant. Et vous dites aussi qu'en tant que citoyen, chacun peut agir quand même au printemps peut-être, non? Oui, c'est essentiellement là où chacun peut agir, donc en piégeant les fondatrices. Bon, c'est une méthode qui est parfois critiquée, mais qui est la plus efficace et finalement la moins impactante sur les espèces locales. Alors pour que ça soit efficace et très peu avec très peu de prélèvements d'autres insectes, il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire pas avant la fin mars. À la fin mars, beaucoup d'insectes se sont déjà multipliés. Ils sont prêts à accueillir d'ailleurs les oiseaux migrateurs comme les hirondelles. Donc ils sont abondants. Donc prélever quelques insectes n'est pas mauvais. Et les prises, les captures sont surtout importantes au mois d'avril et début mai. Hein. Mais on a intérêt à laisser les pièges jusqu'à la mi-juin. Alors où poser les pièges? Les poser à côté des ruches pour les apiculteurs, mais pour chacun d'entre nous, mettre à côté de zones où ça sent le sucre, tels les composts ménagers, à côté des magasins, là où on met des cajots qui ont contenu des pommes, des poires, des fruits. Oui. C'est très attractif pour les frelons. Enfin, toutes ces zones-là qui sont attractives. Et quoi mettre dans les pièges? Au printemps, ce qui marche très très bien, c'est le panaché, tout simplement, un mélange de bière et de limonade. Il est important de mettre de la limonade, cette odeur sucrée les attire. Oui. Donc c'était un rucher qui jusqu'à présent était relativement tranquille au niveau du frelon, parce que donc ça a été piégé au printemps, et là depuis par contre une quinzaine de jours, le frelon est vraiment arrivé. Alors ça veut dire que ce sont des nids assez éloignés qui, en augmentant de taille, recherchent de la nourriture de plus en plus loin. Et le nid doit être à peu près entre 800 mètres et 1 km à peu près aujourd'hui. Ces insectes-là qui sont en train de chasser. Alors, le frelon qui vient de capturer l'abeille devant la ruche, hein, l'emmène sur une branche, il va la sectionner, il va lui enlever la tête. Alors c'est très très embêtant pour les ruches parce que les abeilles ne rentrent plus de nectar, ne rentrent plus de pollen, ce qui va déclencher l'arrêt de ponte de la reine. Mais en plein été, quand il fait très chaud, elle ne rentre plus d'eau non plus. Et donc c'est vraiment une cité assiégée quand il y a plusieurs frelons devant chacune des ruches. Ouais. Et alors, vous disiez aussi que le frelon asiatique n'avait pas de prédateurs. Alors, on ne lui connaît pas vraiment de prédateurs chez nous. Alors, il est probable que pendant la saison hivernale, il y a des oiseaux qui capturent et qui consomment des insectes isolés. Mais il n'y a pas vraiment de prédateur qui va s'attaquer au nid pendant la saison. Ils vont s'attaquer au nid après les gelées, quand le nid est déserté par les ouvrières. Et donc là, ils viennent chercher les larves qui restent à l'intérieur. Donc les mésanges, les pies, les merles, on voit ce type d'oiseaux s'attaquer au nid. La première année, on ne les voyait pas s'attaquer, mais depuis quelques années, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment à la recherche d'insectes. Alors il faut savoir aussi qu'ils sont affamés, ces oiseaux-là, parce que les frelons capturent beaucoup de leur proie, hein, c'est-à-dire beaucoup d'insectes.
et donc ils appauvrissent leur nourriture. Ils appauvrissent complètement le milieu en insectes sauvages, oui. Et donc les oiseaux, les frelons européens ne trouvent plus leur nourriture comme avant, et le frelon européen vient chasser aussi devant les ruches, chose qu'il ne faisait pas autrefois, ou de façon très anecdotique autrefois quand il n'y avait pas le frelon asiatique. Donc sur le plan national, qu'est-ce qui se passe au niveau du frelon asiatique? Alors sur le plan national, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc nous, apiculteurs, nous avons demandé à ce que ça soit classé comme nuisible, qu'il y ait un véritable plan de lutte qui soit engagé, c'est-à-dire notamment piégeage de printemps et ensuite destruction des nids dès qu'ils sont découverts, parce que des nids qui sont découverts contiennent des futures reproductrices. Donc s'ils sont détruits dès le départ, il y aura peu de reproductrices de laissées sur le terrain. Et donc ces deux actions cumulées devraient pouvoir diminuer considérablement la pression. Il y a des zones là sur le département où le piégeage est bien fait au printemps et où ils sont à 1 à 2 nids par commune, alors que sur le secteur on est à 70 nids sur une commune. Voilà. Donc c'est quand même inacceptable. Sur la commune de Bergerac. Sur la commune de Bergerac, je ne la nomme. 70 nids. Oui, c'est stable à peu près depuis plusieurs années. Donc s'il y avait vraiment une volonté de lutter contre le frelon, on pourrait diminuer et rendre acceptable. S'il n'y a que 1 ou 2 nids sur une commune, c'est totalement acceptable par le milieu. Mais si on est à plusieurs nids au kilomètre carré, il n'y a plus aucun insecte qui est capable de survivre dans de bonnes conditions. Et toute cette bataille autour du frelon asiatique, c'est préserver les abeilles et c'est préserver toute la pollinisation et c'est préserver nos fruits et nos légumes. Alors, il y a ça. Donc, c'est préserver en effet sans insectes butineurs. Disparaissent les fruits comme les pommes, les poires, les pêches et tout ce type-là, mais comme le tournesol et le colza qui produisent de l'huile, comme les haricots verts, les fèves, les melons, tout ce genre on n'aurait plus à peu près que le maïs et le blé qui pousseraient, qui n'ont pas besoin d'insectes pour être pollinisés. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, c'est aussi la biodiversité animale. Donc si on a de moins en moins d'insectes, cette biodiversité diminue et ça va avoir un impact sur la flore elle-même parce qu'il y a des tas de plantes sauvages qui ont besoin d'insectes pour être pollinisées. Nous sommes dans un bois de châtaignier, les abeilles récoltent de l'excellent miel sur le châtaignier. C'est un miel très parfumé, très fort, très, très gascon, j'allais dire, parce que c'est un miel de caractère. Il n'y aurait pas de châtaignes ou très peu de châtaignes. Donc les orchidées ont besoin d'insectes tout à fait particuliers pour se reproduire. S'ils n'existent plus, voilà. Donc pour une espèce introduite, combien d'autres sont mises en péril, aussi bien végétales qu'animales. Même les oiseaux. Les oiseaux, tout à l'heure, on disait que c'est la base de leur nourriture, hein, les oiseaux insectivores, les hirondelles, les mésanges, etc. Si ces oiseaux-là ne trouvent plus facilement leurs réserves, ils vont avoir moins de réserves corporelles pour passer l'hiver, donc beaucoup plus de chances de disparaître, ou du moins leur population de diminuer. Et est-ce que les pays autour ont le même problème face au frelon asiatique ? Alors pour l'instant, nous sommes le seul pays européen. Ça vient simplement de passer en Espagne l'année dernière. Donc les autres pays ne sont pas confrontés directement mais la Belgique, la Suisse s'inquiètent très très fortement de l'arrivée de cet insecte. Et il faut savoir qu'il peut être transporté de la même manière qu'il a été introduit chez nous, il peut être introduit dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on a une zone du côté de Dijon, où on a comme une zone ponctuelle avec un développement. Donc un conteneur de pruneaux, par exemple, de pruneaux d'Agen, peut très bien transporter une femelle fécondée, arriver en Belgique ou en Hollande, et si ça commençait, je craindrais peut-être pour des exportations. Hein. Ça peut être transporté dans le bois, ça peut être transporté dans... Et donc, il est arrivé d'où ce frelon asiatique ? Alors, il nous arrive de Chine. Et alors là-bas, comment il vit ? Alors déjà là-bas, il vit depuis très très longtemps. Oui. Donc les nids, comme on a vu tout à l'heure, ce sont des nids qui sont la taille maximum chez eux et même c'est presque introuvable parce que le milieu s'est adapté
Et les espèces qui survivent, ce sont des espèces qui sont adaptées. Ici, ils trouvent une quantité phénoménale de nourriture, donc ils se développent beaucoup plus que chez eux. Et en plus, au niveau des apiculteurs chinois, quand ils voient un frelon devant leur ruche, pour eux, c'est presque une chance. Parce qu'ils vont essayer de le capturer, de le suivre. Ils sont très patients pour ça. Et dès qu'ils trouvent le nid, un nid, comme on a vu tout à l'heure dans l'arbre, il ne serait pas resté parce que c'est une fortune. Ils revendent les larves qui servent comme apéritif et qui ont des propriétés extrêmement on imagine stimulantes pour les hommes et peut-être pour les femmes aussi. Voilà. Donc c'est vendu très cher et ça paye, c'est le produit de peut-être 4, 5, 6 ruches. Donc ce n'est pas du tout perçu de la même façon et ils n'ont pas le temps de faire des dégâts parce qu'ils sont tués en fait tout à fait au démarrage du nid, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose. Chez nous, la vente de larves... À part les apiculteurs, est-ce qu'il y a d'autres professions, d'autres pôles qui s'inquiètent et qui agissent aussi Alors, face à ce danger ? Qui s'inquiètent, oui, qui agissent, c'est une autre chose. Il n'y a que les apiculteurs qui bougent. Non. Il y a des citoyens qui ont créé des associations pour lutter contre le frelon asiatique. Quelqu'un qui découvre dans une cabane de son jardin un nid comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire Alors, il s'adresse à des gens qui peuvent le détruire. Alors sur le secteur, on a donc les désinsectiseurs professionnels, évidemment, et on a une association apparemment sur le Bergeracois qui détruit sur la voie publique, oui. Et on a aussi une association là par contre de citoyens qui ont acheté des perches, qui font adhérer des communes et qui s'engagent à aller détruire tous les nids qui leur sont signalés pour 25 € à peu près. Donc, et même ça c'est au départ l'adhésion et après c'est 5 € l'intervention. Donc c'est vraiment... Là, ici, il se développe, mais c'est impensable que ce soit des individus alors que ça devrait être un plan concerté fait au niveau national et qui serait beaucoup plus efficace. Si on faisait bien le piégeage, je répète, au printemps, que les nids étaient détruits dès qu'ils sont signalés. Donc pour ça, il faut pas demander des fortunes. La pression diminuerait considérablement, le nombre de reproductrices diminuerait très fortement, et on n'aurait pas la diffusion actuelle. Actuellement, ça avance de 100 km tous les ans sur tous les fronts. Donc ça va très vite l'expansion. Il y avait 3-4 départements en 2006, oui. Lot-et-Garonne, Gironde et Dordogne. Aujourd'hui, on est à 40 départements, donc plus de 40 départements. Alors, on va quitter cette jolie forêt de châtaigniers et donc on reviendra vous voir parce que là, on n'a pas le temps de parler des OGM, des pesticides et de votre passion des abeilles. Oui, voilà. Ça sera avec plaisir. Voilà. Merci donc, beaucoup. Merci.